Bonjour et bienvenue. Alors, le document que nous avons sur la table aujourd'hui, ce n'est pas juste une petite mise à jour de politique étrangère. On parle d'une redéfinition complète, quasi philosophique, de la place de l'Amérique dans le monde. Le texte lui-même la présente comme une correction, une rupture nécessaire après des décennies de ce qu'il nomme, sans détour, des erreurs stratégiques. C'est une rupture, oui, et surtout une justification de cette rupture. On va se plonger dans des extraits de la stratégie de sécurité nationale de novembre 2025. Notre mission, c'est de décrypter cette nouvelle vision. Le document, en fait, il ne dit pas seulement «on va faire différemment». Il passe un temps considérable à expliquer pourquoi, selon lui, tout ce qui a été fait avant était une erreur fondamentale, basée sur de mauvais calculs. Et ça commence très fort, quoi. Le test s'ouvre sur une critique au vitriol des stratégies post-guerre froide. Il les décrit comme des listes de souhaits vagues, l'accusation est lourde, les élites auraient poursuivi une domination américaine permanente du monde entier, un objectif jugé à la fois indésirable et impossible. Cette stratégie, portée par le président Trump, se veut donc être un retour au réel, un choc de pragmatisme. Exactement, et c'est là le cœur de la critique. Si on pense à certaines interventions passées, les détracteurs diraient que les fins, par exemple une démocratie stable au Moyen-Orient, étaient complètement déconnectées des moyens engagés sur le long terme. Ce document essaye à tout prix d'éviter ce genre de décalage. Il postule que la base de toute stratégie saine, c'est d'établir un lien concret et réaliste entre les objectifs et les ressources disponibles. Et en particulier, la volonté du peuple américain de payer le prix. C'est un tableau très très sombre de la situation. Alors, face à ce qu'il décrit comme une série d'échecs, quelle est la feuille de route proposée? Par quoi on commence pour reconstruire cette Amérique d'abord? Ben, on commence par le diagnostic économique et social. Le texte est très direct là-dessus. Il affirme que les élites ont fait un pari perdant en pensant pouvoir financer à la fois un État-providence gigantesque à l'intérieur et un complexe militaro-diplomatique tout aussi massif tourné vers l'extérieur. La critique la plus virulente, elle vise le mondialisme et ce que le texte appelle le soi-disant libre-échange. Et la conséquence de ce pari, selon le document, c'est que ces politiques ont vidé de sa substance la classe moyenne et la base industrielle du pays. C'est vraiment le péché originel qui, d'après le texte, Qui explique tout le reste, voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que cette critique, elle s'étend aux alliés, avec des mots très, très durs. Le texte les accuse d'avoir transféré le coût de leur défense sur le peuple américain. Il y a cette idée d'un parasitisme stratégique qui aurait duré des décennies et qui doit cesser. On sent une volonté de briser une dynamique d'alliance qui est perçue comme profondément injuste pour le contribuable américain. d'accord, le diagnostic est posé, c'est sévère. Quels sont donc les nouveaux objectifs pour l'Amérique sur le plan intérieur? La liste est Incroyablement ambitieuse. On parle de la survie et la sécurité des États-Unis en tant que république indépendante et souveraine, mais ça devient très vite concret. Très concret, oui. Le contrôle total des frontières est une priorité absolue. Une infrastructure nationale résiliente capable de résister aux chocs, et l'objectif non négociable d'avoir l'armée la plus puissante du monde. Et au milieu de tout ça, il y a ce projet, le Dôme d'Or, une sorte de bouclier antimissile total pour le territoire américain. attendez, un dôme d'or. Ça sonne comme de la science-fiction. C'est un concept technologiquement et financièrement colossal. Ça rappelle un peu l'initiative de défense stratégique de Reagan dans les années 80, le fameux projet Star Wars, non? La comparaison est tout à fait juste. C'est un projet d'une ambition immense qui relancerait complètement le débat sur la militarisation de l'espace, les équilibres stratégiques. Mais pour les auteurs du document, c'est la conclusion logique de leur prémisse. Si la sécurité du territoire national est la priorité absolue, alors il faut le rendre invulnérable. C'est un signal fort envoyé au monde entier. L'Amérique se sanctuarise. Et ce n'est pas que militaire. Le texte martèle l'idée de reconquérir la domination économique, industrielle et énergétique, de protéger la propriété intellectuelle. C'est un retour aux fondamentaux de la puissance nationale, une vision très. Matérialiste. C'est là que ça devient encore plus profond. Car au-delà du matériel, il y a une dimension culturelle, presque spirituelle, qui est mentionnée explicitement. C'est sans doute l'élément le plus surprenant. Le document parle de la nécessité d'une restauration et redynamisation de la santé spirituelle et culturelle américaine. C'est une phrase qu'on ne s'attend pas du tout à trouver dans un document de stratégie nationale, hein. Coincé entre des objectifs militaires et économiques, il va même jusqu'à parler d'un besoin de familles traditionnelles fortes qui élèvent des enfants en bonne santé comme un pilier de la sécurité à long terme. Et ce n'est pas anecdotique, c'est un fil rouge.
L'idée sous-jacente, c'est que la puissance d'une nation ne repose pas seulement sur ses usines ou ses porte-avions, mais sur la cohésion et la confiance de son peuple, en sa propre culture, ses propres valeurs. C'est une vision holistique de la puissance, qui affirme que la politique étrangère commence à la maison, avec la force de la famille et de la communauté. Donc on a ce diagnostic très sévère et une liste d'objectifs internes ambitieux. Comment est-ce que ça se traduit en principes concrets pour la politique étrangère? Quelle est la nouvelle doctrine, en quelque sorte? Alors, le document expose 9 principes. Le premier, et le plus célèbre, c'est la paix par la force. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est réaffirmée avec une conviction absolue. La force militaire, ce n'est pas un outil pour faire la guerre, c'est le meilleur outil pour l'éviter, pour dissuader. Et pour prouver ce point, le texte cite une longue liste d'accords de paix que le président Trump aurait négociés. Oui, la liste est impressionnante. Elle va du Cambodge et la Thaïlande au Kosovo et la Serbie, en passant par des poudrières comme le Pakistan et l'Inde, et même, de manière assez stupéfiante, un accord entre Israël et l'Iran. Le document les présente comme la preuve irréfutable que lorsque l'Amérique est forte et respectée, elle peut imposer la paix. C'est l'argument central, et ce principe se combine avec un autre, une prédisposition à la non-intervention. L'interventionnisme doit redevenir l'exception absolue, pas la règle. Fini le nation building. Ça va de pair avec ce que le texte appelle un réalisme flexible. On accepte les pays tels qu'ils sont, avec leur régime politique, tant que les relations servent les intérêts américains. C'est le pragmatisme contre l'idéalisme. Et cette logique du chacun pour soi, structurée, mène au principe du primat des nations. Le monde fonctionnerait mieux, non pas quand tout le monde essaie de s'entendre sur des valeurs universelles, mais Mais quand chaque nation défend ses propres intérêts de manière claire. Et ça mène directement à l'idée du partage du fardeau, fin du parasitisme des alliés. Et ce n'est pas qu'un mot, hein. Pour l'Europe, c'est concrétisé par une proposition radicale, l'engagement de la haie. Ce serait un nouvel accord où les pays de l'OTAN s'engageraient à dépenser 5% de leur PIB pour la défense. pardon, mais 5%? C'est plus du double de l'objectif actuel de 2% qui est déjà difficile à atteindre pour beaucoup de pays. C'est une demande réaliste ou c'est une façon de dire débrouillez-vous seul? C'est probablement un peu des deux. C'est à la fois un objectif presque impossible à atteindre pour certains, ce qui justifierait un désengagement américain. Et en même temps, c'est un électrochoc destiné à forcer les Européens à une réévaluation complète de leur propre sécurité. Le message est « Votre sécurité est d'abord votre problème, on est prêt à être votre allié, pas votre protecteur par défaut ». Ces principes se traduisent ensuite en priorités d'action très directes. La première, c'est la fin de la migration de masse. Le ton est glacial. L'ère de la migration de masse doit prendre fin. Point. C'est présenté comme un prérequis à tout le reste. La sécurité des frontières est élevée au rang d'élément principal de la sécurité nationale, car elle est vue comme la condition de la souveraineté et de la cohésion nationale. La deuxième priorité, c'est la sécurité économique. Vue comme le socle de la puissance militaire, on y retrouve la réindustrialisation, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Et surtout, la domination énergétique. Le document est très explicite. Pétrole, gaz, charbon, nucléaire. Il y a un rejet frontal et total de ce que le texte nomme les idéologies du changement climatique et du net zéro. Oui, ces idéologies sont décrites comme étant non seulement néfastes pour l'économie américaine, mais surtout bénéfiques pour ses adversaires stratégiques. La logique, c'est celle d'un jeu à somme nulle. Toute contrainte environnementale acceptée par l'Amérique est une victoire pour ses concurrents. C'est donc une question de sécurité nationale de rejeter ces contraintes et de maximiser la production énergétique nationale. D'accord, on a les grands principes, les grandes priorités. Voyons comment ça s'applique sur le terrain, région par région. Et le document prévient d'emblée qu'il ne traitera pas tout le monde de la même manière en citant « se concentrer sur tout, c'est ne se concentrer sur rien ». C'est le principe de priorisation poussé à l'extrême. Et la première région abordée, ce qui est très significatif, c'est l'hémisphère occidental, le voisinage immédiat. Oui, avec une formule choc, le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Pour rappel, la doctrine Monroe, c'était cette idée du 19e siècle que le continent américain était la chasse gardée des États-Unis, fermée à toute nouvelle intervention européenne. Ce corollaire semble vouloir actualiser cette idée au 21e siècle, mais face à de nouveaux acteurs. C'est exactement ça. La stratégie se résume en 2 verbes. Enrôler et étendre. Enrôler les alliés de la région pour lutter contre les menaces communes, comme les migrations incontrôlées, les cartels de la drogue. Et étendre les partenariats pour contrer l'influence des concurrents non hémisphériques. La Chine étant clairement visée. Et les moyens sont à la hauteur de l'ambition. Réajustement de la présence militaire mondiale vers le continent américain, diplomatie commerciale agressive, et même
C'est écrit noir sur blanc, l'usage de la force létale pour vaincre les cartels. On change de décor pour l'Asie. Le titre est parlant. Gagner l'avenir économique, prévenir la confrontation militaire. Et ça commence par un constat. La politique américaine envers la Chine des 30 dernières années a été une erreur fondamentale. C'est le point de départ. Sur le plan économique, la priorité est de rééquilibrer la relation, de protéger l'économie américaine, et l'outil pour y arriver, c'est la force collective. Le texte souligne que les États-Unis et leurs alliés représentent plus de la moitié de l'économie mondiale et doivent utiliser ce poids pour faire bloc. Mais est-ce que ces alliés, le Japon, la Corée du Sud, les pays européens, qui sont souvent très dépendants du commerce avec la Chine, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à suivre une ligne aussi dure ? C'est tout le pari de cette stratégie. Elle postule que face à des pratiques chinoises jugées prédatrices, l'intérêt à long terme de ses alliés est de s'aligner avec Washington. Sur le plan militaire, l'approche est la dissuasion. Il s'agit de rendre le coût d'une agression, notamment contre Taïwan, prohibitif. L'objectif est de construire une armée capable de refuser toute agression n'importe où dans la première chaîne d'île. C'est une posture de défense avancée, pas de projection de puissance pour changer le régime chinois. On arrive à l'Europe. Le chapitre s'intitule « Promouvoir la grandeur européenne ». Et là, le diagnostic posé est déroutant. On sort complètement du cadre habituel des relations transatlantiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Le document affirme que le vrai problème de l'Europe n'est pas tant économique ou militaire, mais un risque d'effacement civilisationnel. Il pointe du doigt les politiques migratoires, ce qu'il qualifie de censure, la chute dramatique des taux de natalité et la perte des identités nationales. C'est une analyse qu'on attendrait d'un think tank très idéologique, pas d'un document stratégique officiel. Et donc, l'objectif américain serait d'aider l'Europe à retrouver sa confiance en elle sur le plan civilisationnel. Le texte va jusqu'à prôner un soutien aux partis patriotes européens. Mais soutenir ces partis, n'est-ce pas une ingérence directe dans la politique d'alliés souverains ? C'est incroyablement paradoxal pour une doctrine qui prétend défendre le primat des nations. Vous mettez le doigt sur une contradiction majeure. La justification, si on lit entre les lignes, semble être que les élites européennes actuelles sont en train de suicider leur propre civilisation. L'ingérence américaine serait donc une sorte d'intervention pour sauver l'Europe d'elle-même et l'aligner sur cette nouvelle vision du monde, nationaliste et conservatrice. C'est un renversement complet de la diplomatie traditionnelle. Dans la même veine, un objectif majeur est de négocier une fin rapide à la guerre en Ukraine pour rétablir la stabilité stratégique avec la Russie. On sent une volonté de clore ce chapitre pour se reconcentrer ailleurs. Passons au Moyen-Orient. Le titre est déjà tout un programme. Transférer les fardeaux, construire la paix. Le changement de paradigme est radical. La première phrase du chapitre dit tout. L'époque où le Moyen-Orient dominait la politique étrangère américaine est heureusement révolue. Deux raisons sont avancées. D'abord, l'indépendance énergétique américaine. Le pétrole du Golfe n'est plus une question de survie. Ensuite, le document met en avant le succès des accords de paix négociés précédemment et une opération militaire, Midnight Hammer, qui aurait sévèrement dégradé le programme nucléaire iranien. Donc, moins de gestion de crise et plus de partenariat. Exactement. L'idée est de passer d'un rôle de gendarme à celui de partenaire d'investissement. Fait intéressant, le document mentionne la coopération sur les nouvelles technologies comme l'IA et le nucléaire civil. C'est une vision du Moyen-Orient non plus comme une source de problèmes, mais comme un pôle d'opportunités technologiques et financières. Et pour finir, un mot rapide sur l'Afrique, où la stratégie se résume en une phrase, de l'aide à l'investissement. Ça colle parfaitement avec la logique de sécurité économique et de compétition pour les ressources, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est un changement de philosophie. Fini l'aide au développement perçue comme un puissant fonds. Place à une relation commerciale pragmatique, centrée sur deux domaines, l'énergie et, surtout, les minéraux critiques qui sont essentiels pour les industries de haute technologie et de défense. C'est une réponse directe à l'influence croissante de la Chine sur le continent. Si on fait le bilan, cette stratégie est bien plus qu'un ajustement. C'est un tournant majeur. On passe d'une Amérique qui se voit comme un gendarme du monde, un promoteur de la démocratie, à une Amérique qui se conçoit comme une superpuissance pragmatique, une forteresse guidée quasiment exclusivement par ses intérêts, et qui se concentre d'abord sur sa propre force, économique, militaire, et, c'est le point le plus nouveau, culturel. C'est une vision qui exalte la souveraineté nationale, qui exige la réciprocité absolue dans les alliances et qui assume un réalisme sans complexe. Chaque région du monde est analysée à travers le prisme froid de l'intérêt américain.
Et la hiérarchie des priorités est limpide. Le voisinage d'abord, les grands compétiteurs ensuite, et le reste du monde est traité en fonction de son utilité pour les deux premiers points. Et tout cela nous ramène à notre point de départ, cette idée surprenante qui traverse tout le document. Ce lien entre la puissance sur la scène mondiale et la santé intérieure du pays. Le texte insiste lourdement sur le fait que la santé spirituelle et culturelle et la confiance civilisationnelle sont les véritables fondements de la sécurité à long terme. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Si la puissance économique et militaire n'est que la méthode, l'instrument, et que la cohésion culturelle et spirituelle interne est la véritable condition préalable au succès de toute la stratégie, que se passe-t-il si ce fondement culturel n'est pas aussi solide, aussi unifié que le document le suppose? C'est peut-être la plus grande vulnérabilité de cette vision du monde ambitieuse et radicale.